Sandro était le seul de la famille qui n'avait jamais douté que le répit serait bref et qui ne nourrissait aucune illusion sur le sort qui les attendait tous. Et heureusement, sa fille Irina l'écoutait de plus en plus. En pilotant le train de l'évasion à travers l'Ukraine en plein chaos, il avait croisé suffisamment de convois bolcheviques dans des gares en armes pour mesurer la puissance de la fureur révolutionnaire. Ces gens-là ne feraient pas de quartier. 2 ans plus tôt, Sandro, profitant de brèves vacances, avait mis le tsar une fois de plus en garde contre l'imminence du désastre. Ils avaient été si proches l'un de l'autre autrefois. Mais déjà, le tsar n'écoutait plus personne, muré dans l'étrange réclusion mentale où l'avait enfermé la tsarine Raspoutine. Décidément, c'était une névrose bien Romanov, car toute la famille semblait avoir aussi oublié la brève période d'avant l'occupation allemande où les bolcheviks s'étaient emparés de la côte de Crimée, tandis qu'un soviète s'installait à Livadia dans le palais du tsar. Les bolcheviks de Crimée, passablement décolorés et attendant les consignes de Moscou pour les massacres, s'étaient contentés de profiter pleinement du confort de Livadia. Là même, dans le patio à colonnes, où la famille impériale recevait autrefois, avec ce naturel charmant qui aurait désarmé bien des adversaires si elle l'avait manifesté en politique. Après que les Allemands eurent chassé les bolcheviks, Livadia s'était retrouvé à l'abandon, et Sandro faisait fréquemment le poignant pèlerinage de s'y rendre à pied en longeant la plage. Un vieux gardien à demi fou lui apportait un fauteuil et il méditait alors sur toute cette mort qui errait maintenant dans les appartements dévastés et le jardin en friche. S'enfuir, il fallait vite s'enfuir avec toute la famille, avant que la mort ne comprenne qu'il n'y avait plus personne dans la villa impériale et qu'elle ne dirige son regard et son souffle sur les rescapés inconscients. Au port de Yalta, Sandro montrait à Irina les Français dont certains fraternisaient ouvertement avec la Révolution, qui rapatriaient les anciens prisonniers des Allemands. Ils étaient immédiatement pris en charge par les bolcheviks. Ainsi, jour après jour, la sphère de la tranquillité était infiltrée par ceux qui préparaient sans se cacher l'insurrection définitive. Sandro avait confié son plan à Irina. Il gagnerait la France afin de demander de vrais secours et d'organiser le départ des Romanov. Inutile d'en parler aux autres, tout à leur aveuglement. Ravalant ses larmes, Irina vit s'éloigner son père, en sachant parfaitement qu'ils saisissaient leur dernière chance. Dans une autre vie, Sandro avait été le formidable grand-duc Alexandre, amiral, businessman, inventeur de l'aviation russe, le plus sûr appui des Alliés, et il ne doutait pas qu'on le recevrait à bras ouverts. Mais à Paris, où aucun drapeau russe ne flottait parmi ceux des vainqueurs, même les concierges du Ritz se donnaient l'impression de ne plus le reconnaître. Et ces messieurs qui s'activaient au Congrès de la paix faisaient répondre par leur secrétaire au téléphone qu'ils étaient désolés de ne pouvoir distraire de leur temps précieux un instant pour le grand-duc exilé d'un pays disparu, même et surtout Clémenceau qui s'était déclaré son ami fidèle. Parmi la foule, au défilé de la victoire, Sandro voyait passer, après Joffre, Foch, les détachements des Portugais et des pays d'Amérique latine. Mais personne pour rappeler le sacrifice qui avait pourtant sauvé la France de plusieurs millions de ses concitoyens. La paix de Lénine avait rayé jusqu'à leur souvenir. Dans les rues adjacentes aux Champs-Élysées, Sandro retrouva quand même quelques Russes. Ils pleuraient en silence, serrés les uns contre les autres. Et dans sa chambre de courrier, dont le directeur de l'hôtel évoquait la petite note avec de plus en plus d'insistance, Sandro entendait l'orchestre des thés dansants où le deuil, l'ingratitude et l'oubli valsaient au bras d'un désir de vivre qu'il comprenait mais qu'il ne reconnaissait plus.
Or, il n'y avait plus une seconde à perdre pour sauver Maria Féodorovna et les Romanov. Les bolcheviks venaient de déclencher l'assaut final contre la Crimée, en liaison avec les infiltrés qui proclamaient des soviets partout. Leurs forces descendaient le long des lignes de chemin de fer, tandis qu'à plusieurs milliers de kilomètres de là, Sandro tempêtait dans les ministères et les ambassades, en brandissant les messages que lui faisait parvenir Wrangel. Situation intenable, massacre imminent, envoyé navire d'urgence. Pressée par Irina, la tsarine mère s'était enfin résolue au départ sur le rafio de fortune que Sandro venait d'arracher in extremis aux Anglais. Mais elle exigeait que tous les Blancs de Yalta puissent embarquer. C'est ce qui sauva notamment une petite fille nommée Tatiana. On sent l'inquiétude des gens autour de vous. Ce n'est pas votre inquiétude, parce qu'un enfant se sent protégé dans une famille où on l'aime. Mais on sent l'inquiétude des gens qui l'aiment. Et pour un jeune enfant, ils sont très sensibles à cela. Moi, je le sentais bien. Je me souviens très bien que je sentais très bien la nervosité de ma mère et tout ce qui était autour de nous. Mais c'était plus loin. J'étais vraiment très petite pour cela. Tous ces départs, le tohu-bohu, ça nous amusait au fond. Vous savez, les enfants trouvent ça plutôt amusant. Ils sortent de leur routine extrêmement fixée et tout d'un coup, tout était bousculé. Parce que je me souviens très bien du bateau, je me souviens très bien du départ. Quand on devait laisser le chien sur le quai, nous étions désolés de ça. Un petit chien qui était un fox-terrier qui s'appelait Billy. Ça, les enfants sont toujours tristes quand il faut qu'ils laissent leur bête derrière eux. Mais vraiment, on s'est bien rendu compte, et je crois que les enfants, à ce moment-là, sentaient bien la tension autour d'eux. Au fait, nul ne savait où aller. Pour Maria Féodorovna, qui avait vécu plus de 50 ans en Russie, au cœur des immuables certitudes de la cour impériale, l'exil ne pouvait qu'être provisoire. Tout de même, les Romanov s'effilochaient de port en port. À Malte, les Yusupov débarquèrent. Pour Félix, passe encore qu'il y ait eu une révolution, mais de là à se priver d'un voyage en Italie. À Londres, Alexandra d'Angleterre, veuve d'Édouard VII et mère de George V, réclamait sa sœur Maria Féodorovna, malgré l'embarras du roi son fils et les airs pincés du gouvernement anglais. La délicieuse reine douairière et la tsarine mère étaient comme les deux doigts d'une main écartés sur la carte de l'Europe depuis leur brillant mariage de princesse danoise. Mais Alexandra, qui était sourde, l'était encore plus quand Maria Féodorovna évoquait la Révolution, et Maria Féodorovna, qui était dépensière, confondait les livres et les shillings. Et puis la monarchie anglaise n'en finissait pas d'auto-célébrer le surcroît de popularité que lui avait valu la victoire sur l'Allemagne. Au mariage des parents de l'actuelle reine Élisabeth, le déploiement de fastes royaux fut un crève-cœur pour Maria Féodorovna, qui ne pouvait s'empêcher de repenser aux cérémonies enthousiastes du tricentenaire des Romanov, encore si proches et pourtant jetés aux oubliettes de l'histoire. Et la tsarine mère refaisait le parcours des années enfuies, qui avaient conduit ses neveux à saluer des foules en liesse, tandis qu'elle n'était plus qu'une parente pauvre et exilée, sans nouvelles des siens, et qu'on ne laissait paraître qu'avec gêne. George V n'était pas non plus très fier de l'attitude de la maison Windsor à l'égard des Romanov qu'il n'avait pas secourus. Maria Féodorovna le fatiguait comme un remords. La reine Mary voyait les choses plus simplement. La dear old lady ne serait-elle pas mieux dans son Danemark natal? La vie y est moins chère et en nous confiant ses bijoux, nous lui assurerions une pension confortable. Maria Féodorovna quitta donc sa sœur pour gagner Copenhague où l'attendait le roi Christian avec les clés de la belle villa d'Ividor dont il allait surveiller les factures de chauffage et d'électricité avec d'autant plus d'exaspération que la tsarine mère ferait exprès de tout laisser allumer dans une chaleur tropicale.
Quand mourut Alexandra, Maria Féodorovna se sentit encore plus seule à Évidor, où elles avaient partagé tant d'étés autrefois, avec leurs enfants, dont les cousins Georges et Nicolas, qui s'aimaient alors tendrement et se ressemblaient comme des jumeaux. Après le retour de Maria Féodorovna au Danemark, les deux sœurs avaient retrouvé toute leur tendresse mutuelle, avec l'éloignement qui efface les désagréments du quotidien et exalte les souvenirs heureux. Et sans l'avouer à quiconque, Maria Féodorovna était de moins en moins sûre de revoir un jour son fils et ses petits-enfants. Les funérailles d'Alexandra étaient au moins la célébration glorieuse d'une fin très douce, apaisant un peu le deuil informulable des morts martyrisés et sans sépulture. À Paris, dans les camps de réfugiés russes, des milliers de pauvres gens affrontaient les mêmes chagrins, les mêmes questions, sans pouvoir imaginer qu'ils ne susciteraient ni consolation ni réponse. Il y avait une grande question qui dominait toujours et que maman s'est posée pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, c'est pourquoi nous et pas eux. C'est-à-dire pourquoi nous sommes sortis et eux sont restés bloqués. Et que leurs enfants à leur tour en resteraient marqués pour toute la durée de leur existence. C'était toujours cette question lancinante, pourquoi nous, qui est beaucoup plus importante que des installations précaires. Certains Russes arrivaient avec rien, une boîte à chaussures en carton remplie de photos, c'est tout. Et quand ils se sont retrouvés à Paris en 1920, en fait, ça a été la première question que les Russes se sont posées entre eux. Pourquoi nous? Comment ça se fait que c'est nous?